Et nous nous retrouvons pour parler d'un film qui sort en salle aujourd'hui, The Whale. The Whale, un film américain de Darren Aronofsky qui est sorti en 2022 aux États-Unis. De quoi parle ce film The Whale ? C'est l'histoire de Charlie, qui vit seul dans son appartement. Charlie est extrêmement massif. Il fait 270 kilos, il est malheureusement atteint d'un syndrome d'hyperphagie incontrôlée. Il ne peut pas s'empêcher de manger. Mother, son film précédent, était aussi un film d'intérieur, mais celui-ci nous cloisonne réellement. Et pourtant, dès le premier plan, on a l'impression que nous allons peut-être un peu respirer, que nous allons être à l'extérieur. Tout le reste du film, nous allons rester dans cet appartement ou dans les environs, juste devant la porte. Pourquoi donc le film fonctionne comme ça ? Parce que c'est une pièce de théâtre à la base, ce que je ne savais pas. C'est une pièce de théâtre dont son auteur, Samuel D. Hunter, a écrit le scénario du film. Donc c'est tout à fait un film qui résonne en diapason de la pièce de théâtre. C'est pas quelque chose qui a été fait un peu à part. Non, l'auteur même de la pièce s'est inclus dans le processus créatif. Il en résulte des différences par rapport à la pièce de théâtre. Des moments comiques comme dramatiques sont inversés, sont traités d'une autre façon. Il est clair que ici, le film est beaucoup plus dramatique et utilise le texte de théâtre pour narrer ses actions dans le film, avec aussi des choses qui sont typiquement du théâtre. Donc je n'ai pas envie de dire que c'est du théâtre filmé, ce serait un petit peu vulgaire de le formuler comme ça. Il y a des choses qu'on a au théâtre qui sont aussi ici présentées comme quand on est seul, on se parle à soi-même. Donc ça permet de livrer des monologues qui sont dans la pièce de théâtre et que nous avons aussi ici, mais au gré des scènes où le personnage bouge dans son appartement. Parce que forcément, être seul si longtemps, on commence à parler comme ça dans le vide, tout seul, à avoir des pensées et à les formuler directement. C'est un peu le cœur du théâtre, la parole, mais aussi le dialogue, puisque dans ce film, on a quelques personnages, pas beaucoup. On a une espèce de jeune qui vient le voir régulièrement, on a sa fille, on a l'infirmière, on a aussi un livreur de pizza, on a aussi la mère de la fille qui est l'ex-compagne de Charlie. On a quelques personnages et ces personnages vont faire des combos régulièrement, l'un avec l'autre et l'autre avec un tel, etc. On a vraiment une forte impression de théâtre. Ce sont des échanges, une suite d'échanges. C'est un récit qui avance par la parole. Prend une énorme place dans le film par rapport à un cinéma plus visuel. Ce n'est pas un film très visuel. On a un sentiment d'enfermement et un travail de décor, ce qui est visuel, mais le langage est plutôt simple pour capter la pièce, l'essence de la pièce. C'est un film de personnages, ce n'est pas un film de mise en scène. C'est un film de personnages pour nous rendre compte aussi de problématiques liées à être seul et pas avoir un physique qui correspond au canon de beauté, parce que être gros à ce point-là, ça crée en fait des problèmes de regard. On ne veut pas que l'autre nous regarde. C'est tout l'intérêt de la scène, des différentes scènes où il y a le livreur de pizza qui voudrait bien voir celui à qui il livre des pizzas depuis tout ce temps, mais bien sûr Charlie refuse d'aller à la porte. Il y a beaucoup de situations d'ailleurs très gênantes dans le film, où on a de l'humiliation. Il y a des petites tortures dans le film, et c'est aussi un film typiquement sur la cruauté contemporaine. Vous savez, on prend des photos de la personne alors qu'on n'a pas demandé l'autorisation pour après les mettre sur Internet. On enregistre des conversations. On a de la frustration sexuelle. Le premier plan sur Charlie, c'est un plan d'ensemble où nous le voyons dans son appartement, sur son canapé, en train de se masturber parce que, il a des envies, il a des appétits sexuels qui ne sont absolument pas assouvis, donc il fait ce qu'il peut pour juste faire baisser sa frustration, sa tension. Ça le rend bien sûr fragile émotionnellement, forcément. Et ça traite par conséquent d'addiction, d'obsession, de conviction également. C'est en cela qu'on peut retracer une sorte de parallèle avec le personnage de Moby Dick. Et c'est également quelqu'un, ce Charlie, de seul, qui n'a pas le support nécessaire pour se sortir de son état.
Et je dirais même plus que c'est quelqu'un qui ne veut pas avoir le support nécessaire pour sortir de son état, puisqu'on révèle que, en fait, Charlie a beaucoup d'argent sur son compte et qui pourrait avoir les soins nécessaires pour continuer à vivre. Mais il décide de sacrifier sa vie pour que sa fille, qui le déteste, pour que sa fille ne manque de rien. Donc c'est un geste de sacrifice, c'est une prise de risque. Une prise de risque du personnage, mais aussi une prise de risque du film, de traiter, d'évoquer, parce que c'est des choses qu'on voit peut-être dans les infos, et encore nous, voilà, on est en Europe, on ne se rend pas compte, mais là-bas, l'obésité aux États-Unis, c'est quelque chose qui prend de la place sur le discours, qui prend de la place, littéralement vis-à-vis des problématiques des habitants, avec aussi la pression de la pub et des médias pour ressembler à certains corps qui sont des corps qui ne sont plus humains. Enfin, ce sont des corps qui s'optimisent à un point qui en devient ridicule. Et là, nous avons un corps qui a cessé de vivre convenablement pour devenir l'opposé total. Et le film présente justement l'ami de Charlie, celui qui a été son compagnon, dans la situation inverse. C'est quelqu'un qui est décédé parce qu'il était beaucoup trop maigre. Donc Charlie prend l'autre bout du spectre et ça crée un déséquilibre total chez ce personnage, un déséquilibre émotionnel. Alors il est clair que vis-à-vis de l'obésité, c'est un sujet qui est important aux États-Unis au vu du nombre de gens qui sont obèses. Et je ne dis pas juste gros, obèses, c'est vraiment qu'ils vont avoir des problèmes de santé très graves. Et Hollywood n'a jamais, je trouve, ou alors, je vous en prie, dites-le moi en commentaire, n'a jamais vraiment traité l'obésité de manière dramatique ou sensible, tout simplement. Je pense tout de suite à des comédies un peu loufoques, un peu n'importe nawak. Vous savez, Dr. Folding, Paul Blart, Super Vigile, Polyester de John Waters, ou encore Big Mama, Pitié, Big Mama, ou encore Norbit, ou je sais plus quoi. Là. Enfin, c'est affreux, c'est des films qui sont... Si, Polyester, intéressant, parce que voilà, on en retrace en fait une espèce de parodie des films de Douglas Sirk, mais bon, Professeur Folding ou Big Mama, c'est pas terrible quoi. Si c'est amusant sur le coup, j'ai une petite préférence pour Professeur Folding parce que je l'avais vu quand j'étais petit, mais dans l'absolu c'est grossophobe à mort quoi. Même si le personnage il est sympathique, mais c'est quand même compliqué quoi. Là, pour moi, c'est quand même une prise de risque de présenter, avec tout ce que ça a de dégueulasse, en fait, un personnage qui est gros. Et j'entends par dégueulasse toutes les tortures, toutes les angoisses, toutes les humiliations. C'est particulièrement violent, en fait. C'est en cela que je disais dégueulasse. C'est que la situation, elle est terrible, en fait, chez ce personnage. Alors, c'est clair que c'est beaucoup plus compliqué de se balader... dans ces genres de contrées que chez Spielberg avec ses récits d'enfance et avec qu'est-ce que je fais des images que je crée. Enfin ça c'est vraiment des trucs pour moi c'est pas du tout concret là on est vraiment sur des problèmes qui sont concrets dans notre vie quand on est en société. Là c'est amusant de voir d'ailleurs que les deux films sont introspectifs et intimistes, mais on fonctionne pas du tout de la même façon. Je sais pas pourquoi je pense à Spielberg comme ça d'un coup, mais je trouve que vis-à-vis de l'intime qu'on a vécu là, sur les derniers films qui sont sortis au cinéma, je trouve que des films qui prennent à corps le drame, comme Empire of Light et The Whale, sont beaucoup plus forts, parce qu'ils prennent beaucoup plus de risques vis-à-vis du drame, quitte à en faire beaucoup trop, c'est un peu le cas de The Whale, que voilà, le film de Spielberg, qui est très gentillé, mais au bout d'un moment, ça devient presque... on a presque une anesthésie, quoi. J'ai envie de vivre du drame, quoi. Quitte à y aller franco, c'est pas comme si j'avais vu qu'un seul drame. Moi, j'en ai vu quand même quelques-uns. Donc là, je suis dans mon élément ici, dans The Whale. Je parle un peu du film, mais je vous ai pas dit ce que j'en ai vraiment ressenti. J'ai trouvé le film vraiment très bien. À la fin, ça commence vraiment à prendre aux tripes. Et il y a le mouchoir, mon mouchoir s'est déplié. Voilà, sachez-le, mon mouchoir s'est déplié. Mais oui, pour moi, c'est une prise de risque. Et qui plus est, on fait jouer, voilà, cet acteur en gros obèse qui a de l'angoisse mais qui essaye de tenir en fait, d'avoir une positivité. C'est pas vraiment un saint, je devrais dire, mais c'est plutôt un optimiste coincé par le vice. Aronofsky avait choisi de plutôt prendre un acteur avec un costume qui pesait quand même, si j'ai bien lu, 130 kilos, donc il avait quand même l'impression d'une masse.
Et après, il y avait un travail avec des danseurs et tout ça sur son mouvement pour être authentique. C'est un terme de marketeux pour faire genre dans les conférences de presse, mais il fallait voilà, avoir un acteur un petit peu connu pour que le film puisse se faire, pour que ce film puisse être monté, parce que ce n'est pas facile de trouver un acteur obèse de 270 kilos. Là, on ne parle pas juste il faut avoir un acteur gros, il faut vraiment avoir un acteur qui est ultra massif. Hein. Donc, et puis aussi, c'est quelqu'un qui doit creuser le tel personnage, qui doit avoir faim, littéralement, de se mettre dans cette situation, physiquement, émotionnellement. Il faut aussi que ce soit quelqu'un qui soit apte à travailler dans les conditions d'un tournage. Or, peut-être que quelqu'un de réellement obèse qui fait ce poids-là, ça pourrait être un peu compliqué de tourner pendant tant et tant de temps, avec la lumière des studios et tout ça. Donc, il faut aussi que ce soit quelqu'un qui soit relativement en forme et qui ait de la bouteille, littéralement, en tournage, pour pouvoir encaisser en fait les répétitions, les déplacements, tout ça. Et je pense pas qu'il y ait des acteurs obèses qui soient capables de faire ça. Surtout que, si j'ai bien compris, Aronofsky, il essaye de monter le projet depuis quelques années, donc à un moment, il faut envoyer la sauce. Et semble-t-il que l'acteur a été un peu sur un retour là, avec ce rôle-là. C'est formidable pour lui, moi je suis très content. Ça lui permet de se protéger en fait de tout ce qui lui est arrivé pendant toute la décennie des années 2000 et 2010, hein, avec des problèmes physiques importants, une honte également, puisque sachez que cet acteur a été victime d'agressions sexuelles, et je pense qu'il a aussi puisé dans ces énergies-là, dans ces énergies très négatives, pour parler à travers la graisse du paraître de son costume, de son personnage. Enfin, l'idée d'autodestruction, je pense qu'il sait ce que c'est. Et on a cette scène où il bouffe, et on a ces pizzas et ces trucs dégueulasses qui prennent tout le cadre, même qui déséquilibrent le cadre. Et on a cette violence du regard d'autrui sur lui, et lui, il essaie juste de faire ce qui lui semble être juste pour compenser avec ce qu'il a fait qui n'était pas bien. Et le choix de sacrifice pour donner de l'argent à la jeune génération, c'est aussi un sujet qui est... surtout vis-à-vis de ce qui se passe actuellement dans notre monde, c'est une façon de narrer les choses, c'est une façon de voir le futur qui est plein de promesses, mais aussi un sacrifice de sa propre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est, dans un sens beau, l'idée de sacrifice. Je vous disais un petit peu avant que c'est un théâtre filmé. Je devrais plutôt revenir sur cette expression en disant qu'il y a une austérité de la mise en scène. On se concentre sur les interactions, plutôt que essayer de nous narrer visuellement ce qui se passe. On a le début du film qui commence avec un plan intéressant. C'est un plan de visioconférence, où la seule personne qui n'est pas visible, c'est Charlie, qui est au centre de l'écran. Et la caméra va faire un zoom pour rentrer dans le noir de l'écran éteint de Charlie. La dynamique du plan nous évoque forcément un confinement. Un confinement d'une personne qui a des idées noires, un confinement aussi du cadrage, un confinement de l'idée du film, une pièce de théâtre qui est adaptée au cinéma, donc avec lesquelles on ne peut pas tout faire, on ne peut pas comme ça sortir et aller en ville, non, c'est une pièce de théâtre qui est filmée, donc il faut aussi se concentrer sur ça, mais également un cloisonnement du héros par l'utilisation du ratio d'image 1:33, donc on a une image carrée. Une image carrée pour rendre compte de l'obésité de la personne, mais filmée quand même en plan large. On n'est pas collé à son visage. Ça aurait été peut-être too much. Non, on ne reste pas collé au personnage, on se tient quand même à une distance respectable, on ne le filme pas comme un monstre. On le met toujours dans son décor. Il y a quelques fois justement on essaye de l'humaniser en le montrant plein pot et plein pied. Des fois avec son t-shirt en moins, donc on voit toute la graisse qui se cumule, qui le montre finalement comme un monstre, mais vous savez un petit peu dans la même impression que j'ai eue quand on voit Elephant Man. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un corps monstrueux, mais qui reste un humain. Voilà.
toute la mise en scène tourne autour de notre héros et il y a rarement des moments qui surprennent un petit peu, je trouve. Il y a peut-être un moment, mais c'est au début du film, on ne comprend pas encore trop la dynamique qui régit le personnage et c'est justement une des dynamiques qui nous est révélée dans un mouvement de caméra, où la caméra recule sur un comptoir, où nous voyons différents objets et notamment au centre de l'image une pile de lettres. Et on sent que Charlie essaye de dire quelque chose à Liz, donc qui est l'aide infirmière, son amie, d'aller chercher quelque chose. Et on a ce mouvement de caméra qui recule sur le comptoir. Et on se dit, il veut sûrement avoir le courrier. Donc Liz va lui apporter le courrier. Tout comme n'importe quelle personne normale aurait peut-être souhaité voir son courrier. Ou une pile de lettres, je ne sais plus exactement ce que c'était du papier. Alors il y a Liz qui sort du canapé et qui va au comptoir. Mais elle ne prend pas les lettres, elle prend l'énorme pack de poulet frit qui est à côté, qui était sur le bord cadre droit du plan. Et là on se rend compte en fait qu'on n'est pas du tout comme lui, qu'on ne raisonne pas du tout comme lui. Lui, c'est la bouffe. Et on le voit après empiffrer ces trucs frits où ça fait crunch, crunch, crunch pendant qu'il est en train de manger. Et elle sait très bien que c'est mauvais pour lui, mais c'est son ami, alors elle lui donne son poison. Ça, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Mais c'est aussi, dans un sens un peu didactique, la mise en scène tourne autour du canapé, qui est au milieu de la pièce, qui permet des déplacements et de différents angles tout autour de ce dit canapé, tout autour donc de Charlie. Charlie est littéralement une sorte de soleil, et les différentes planètes qui tournent autour du soleil sont les caméras et les personnages. C'est pas très subtil, comme souvent chez Aronofsky, mais pour moi, c'est pas trop un problème. C'est surtout que c'est pas comme si on regardait des Aronofsky tous les 4 matins. Il se fait quand même rare, le monsieur. Et j'ai presque envie de dire, même si les idées sont appuyées, à force de vouloir être subtil, de contourner, on finit des fois par même pas dire les choses, ou les dire, mais d'une façon tellement subtile que quelqu'un en face ne les comprendra peut-être même pas, ou ne comprendra pas l'idée avec la gravité que l'auteur souhaitait. Donc à un moment, c'est bien aussi de dire les choses clairement et en face, peut-être avec des gros souliers, mais je trouve que c'est presque plus honnête, surtout vis-à-vis de ces sujets. Quand je dis que les idées sont trop appuyées ou que le style est ostentatoire, il y a par exemple la musique. La musique qui peut-être répond trop au personnage, qui vit trop au diapason de son personnage. Il y a un moment, Charlie qui dit « Qui voudrait que je fasse partie de sa vie ?» Et juste après qu'il ait dit ça, une énorme musique dramatique avec des gros violons et tout ça. C'est dans un style romantique, pas de romance, romantique. C'est un peu vulgaire quand même à ce moment-là. Mais ça évoque justement l'idée de son interne. Donc c'est une musique interne au personnage, ce qui est tout à fait en accord avec ce que ressent Charlie. Il y a un moment justement où Charlie parle et on a des sons qui ne sont pas des musiques mais qui sont les sons de la plage quand il parle, qui arrivent comme ça. Dans le plan, c'est très très beau. Il y a bien sûr un peu trop de pathos, mais c'est un peu aussi le cœur d'Aronofsky, trop de pathos. Je pense que c'est aussi lié à la pièce de théâtre, peut-être aussi un style dramatique plus appuyé qu'a voulu essayer l'auteur pour une adaptation au cinéma par rapport à ce qu'il faisait en théâtre, mais c'est un cloisonnement total. C'est un film, vraiment, le mot c'est cloisonnement. Cloisonnement par l'écriture, cloisonnement par la mise en scène, cloisonnement par le personnage.